L'hôpital Saint-Joseph de Sarralbe intègre le groupement hospitalier de territoire. La convention a été signée avec le GHT de Moselle-Est. L'objectif est d'améliorer le parcours de soins des patients et de proposer une meilleure qualité de soins. Après le jardin pour la paix à Bitche et le jardin des faïenciers à Sarreguemines, c'est au tour de Sarralbe de se doter d'un vaste espace paysager. Il devrait s'appeler le jardin des Hauts de Sarre. La commune va l'aménager sur le site de l'ancien jardin du directeur de l'usine Ineos. Créa et Merveille, labellisée Qualité Moselle, l'entreprise créée à Lemberg par Mathilde Lorang est spécialisée dans la conception de cartes, d'affiches ou encore de mugs. Le label départemental vient saluer la volonté de production locale. À Sarreguemines, on apprend l'allemand dès le plus jeune âge, en particulier à l'école biculturelle de la Blise. Les enfants sont plongés dans l'apprentissage de la langue, mais aussi dans la découverte de la culture du pays voisin. La fièvre catarrhale ovine gagne du terrain en Moselle. Déjà plus de 100 brebis sont décédées dans le département. Une piqûre de moucheron suffit à propager le virus. Les agriculteurs vaccinent à tour de bras pour tenter d'endiguer l'épidémie. La vente des abonnements et des billets de spectacle pour la saison culturelle de Sarreguemines a démarré sur les chapeaux de roue. Plusieurs soirées affichent déjà complet, mais il reste encore des places pour beaucoup de spectacles. Elles sont disponibles sur le site internet sarreguemines.fr et à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Deux Mosellans au festival Euroclassique, la soprano Alicia Richard et le ténor Tony Piscopo étaient vendredi soir en concert à Bettwiller. Ils ont interprété des classiques de l'opéra et des romances italiennes. Le festival transfrontalier Euroclassique se poursuit jusqu'au 9 novembre des deux côtés de la frontière. 185 archers pour la 15e édition du Challenge des faïenciers. La compétition de tir en campagne s'est à nouveau déroulée au Jardin des faïenciers, organisé par la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines. Les compétiteurs sont venus de toute la France et même de Belgique et des Pays-Bas. Les 2 jours de compétition permettaient d'engranger des points pour se qualifier pour le championnat de France. 6e édition du single de la ligne Maginot, le cycloclub de Saint-Jean-Rohrbach proposait 4 circuits VTT et 2 circuits route. Les cyclistes n'étaient pas les seuls à participer à l'événement, un circuit marche était aussi au programme. Pas de course officielle, donc pas de chronomètre, mais une randonnée ouverte à tous. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est encore en pleine période de rentrée. Avec l'invité du jour, on va parler des enseignants et futurs enseignants. Florence Soriano-Gafiouk est la directrice de l'INSPE de Sarreguemines. On fait le point tout à l'heure. On s'intéresse d'abord à la santé avec une nouvelle dimension pour l'hôpital Saint-Joseph. Pour permettre à l'hôpital de Sarralbe d'intégrer le GHT Moselle-Est, une convention a été signée entre les deux structures. L'objectif est d'améliorer les différents services. Explication dans ce reportage de Dimitri Klaus. Améliorer le parcours de soins des patients. Dans l'optique de proposer une meilleure qualité de soins, une convention entre l'hôpital Saint-Joseph de Sarralbe et le groupement hospitalier de Moselle-Est a été signée. Différents objectifs sont attendus. C'est de maintenir une offre de soins sur le territoire pour la population desservie. Ça veut dire se réinventer sur des projets concrets, effectivement sur des fédérations médicales, sur des projets de pharmacie, à l'échelle du territoire. Tous des sujets où on va pouvoir maintenir une offre de soins, l'améliorer et, comme dans le cas présent, donc aujourd'hui la signature avec l'hôpital de Sarralbe, fluidifier les parcours de soins. C'est vraiment ça l'objectif. Fluidifier les parcours de soins, c'est un gain de chance, d'accord ? C'est une meilleure identification des problématiques, un meilleur accompagnement. Ce partenariat déjà existant intervient également pour coordonner les différents établissements entre eux. En effet, aujourd'hui, certains ne peuvent plus travailler sur des points précis de manière isolée, comme pour l'hôpital de Sarralbe. L'objectif est de travailler pour déployer la filière gériatrique au niveau du territoire. Donc des actions précises pour en évoquer quelques-unes, c'est en fait la mise en place d'une infirmière qui va travailler au service des urgences et qui est affiliée à la filière gériatrique pour améliorer le parcours des personnes âgées et notamment améliorer en fait le délai d'attente de prise en charge de ces personnes. Cette signature doit aussi permettre d'apporter les mêmes outils à toutes les structures pour favoriser la communication entre elles avec un but commun, faciliter la prise en charge des patients. Un immense jardin secret qui n'en sera bientôt plus un. Un nouveau parc va voir le jour et sera accessible à tous. Après avoir acquis en 2022 l'ancien jardin du directeur de l'usine Ineos, la municipalité de Sarralbe s'apprête à le réaménager pour l'ouvrir au grand public. L'idée est de faire de ce grand espace de verdure un site comparable au jardin pour la paix de Bitche ou au jardin des faïenciers de Sarreguemines. Reportage de Guillaume Dumonteil. Sarreguemines a son jardin des faïenciers du Moulin de la Blise, Bitche a celui du Jardin de la Paix et Sarralbe serait le 3e pour créer une synergie en termes de tourisme.
Tel est le souhait de la municipalité de Sarralbe qui poursuit aussi un autre objectif, ouvrir au plus grand nombre un parc de 4,5 hectares qui appartenait avant exclusivement au directeur de l'usine Ineos de Sarralbe. Cet espace, la municipalité l'a acheté en 2022 pour un coût d'environ 200 000 €. Elle a ensuite lancé un appel à projet qui a reçu 21 candidatures. 3 finalistes ont été sélectionnés et c'est finalement le projet du studio Niaise, le même à l'origine du jardin des faïenciers à Sarreguemines, qui a été retenu. Le projet que nous avons retenu permet de garder les arbres qui ont une valeur, qui ont de l'âge, et d'aménager ce nouvel espace avec un apport de nouveaux aménagements. Des esquisses visibles dans le hall de la mairie de Sarralbe permettent au public d'avoir une idée de ce à quoi ressemblera le parc des Hauts-de-Sarre. Il y aura en bas un espace réservé aux enfants et des pentes douces permettront à tous les publics d'arpenter les allées. Des bâtiments préexistants seront conservés. Au sommet de ce parc, à l'heure actuelle, nous avons un casino qui demain deviendra un restaurant avec des chambres d'hôtes. La tour de la Princesse sera également conservée. Le projet suit son cours. Cet espace situé en face de la halte fluviale devrait assez rapidement changer d'aspect. Là, nous allons travailler sur l'année 2025 sur l'avant-projet détaillé et l'année 2026 va être l'année du lancement des travaux pour la fin des travaux pour 2027. Le coût de la création du parc est estimé à 3 millions €. La mairie espère obtenir 70% de subventions grâce à l'apport conjugué de l'Europe, de la région et du département. À Bitche, la place Robert Schuman a eu droit à un petit rafraîchissement. C'est au niveau du sol, à l'entrée du parking, que des travaux ont été réalisés. Des dalles très abîmées ont été remplacées par des pavés qui se trouvaient à l'origine à la porte de Strasbourg. Les travaux effectués en régie et cette réutilisation de matériaux ont permis à la ville de Bitche d'atténuer les coûts. Ces travaux ont coûté environ 1 000 € à la commune. Sortir des zones blanches, c'est l'un des objectifs de la commune de Bérenthal. En 2020, une première antenne relais avait été installée dans ce but. Malheureusement, elle n'a pas suffi à résoudre les problèmes de réseau dans le hameau du Multal. Il y a 2 semaines, une autre antenne relais y a été installée sur un terrain de l'ONF. Les opérateurs Orange, SFR, Bouygues et Free vont utiliser ce pylône. L'antenne devrait être mise en service avant la fin du mois d'octobre. Le coût de l'installation a été pris en charge par l'un des opérateurs. À Lemberg, l'entreprise Créa et Merveille de Mathilde Lorang est en plein développement. Ses affiches, cartes et mugs viennent tout juste d'obtenir le label Qualité Moselle. Dimitri Klaus a rencontré la jeune chef d'entreprise. C'est ici que tout a commencé. Ça fait maintenant 2 ans que Mathilde Lorang s'est lancée dans la conception de cartes, d'affiches et de mugs, tous aussi différents les uns que les autres. Au départ destinée pour sa maison, elle a ensuite décidé de les mettre en vente et de développer l'activité. Avec pour inspiration la nature, le patois local, mais aussi ses animaux, ses créations commencent à plaire de plus en plus. Ça fait son bout de chemin et je suis contente de l'évolution que ça prend. C'est vrai on m'amène toujours de nouvelles idées, donc la créativité ne s'arrête jamais, j'ai toujours quelque chose de nouveau à imaginer. Et c'est vrai que même les affiches avec lesquelles j'ai commencé au début et qui, voilà, c'était un peu compliqué à expliquer ce que c'est qu'une affiche de décoration pour la maison. Aujourd'hui, ça se développe vraiment bien, je fais des affiches personnalisées, enfin voilà, donc non, je suis contente. Depuis quelques semaines, Mathilde a obtenu le label Qualité Moselle, un label qui met en avant les savoir-faire locaux et leur qualité. Pour elle, qui y pensait depuis un moment, c'est une grande satisfaction de l'avoir obtenu. Là, d'avoir fait le dossier et d'avoir vu que j'ai fait partie des nouveaux agrès, c'était déjà une fierté et une réussite parce que c'est vrai que j'essaye de travailler au maximum local, que ce soit dans l'impression des cartes postales, des mugs, etc. J'essaie vraiment de faire Moselle au maximum et du coup c'était une reconnaissance aussi par rapport à cette recherche et à ce travail-là. Et voilà, c'est un gage de qualité aussi sur les produits. À long terme, elle espère toujours pouvoir rencontrer son public sur les marchés et continuer à développer sa jeune entreprise. Tout autre métier, on s'intéresse maintenant aux professeurs des écoles avec l'invité du jour. Quand je serai grande, je veux être maîtresse. C'est une phrase que prononcent peut-être encore un certain nombre de petites filles, mais en grandissant, les vocations se perdent. C'est le constat que vous faites en France ?
Oui, malheureusement, c'est effectivement, mais c'est plus qu'en France, c'est un phénomène qui est international. Et comment ça se traduit à l'INSPE de Sarreguemines? Quelle est la situation? On est fortement impacté par cette baisse de vocation et en 2 ans, on a perdu entre 40 et 50% de nos effectifs. Sacrée baisse, et pourtant, à l'INSPE de Sarreguemines, il y a la spécificité de l'enseignement en allemand. Oui. Il reste des places? Alors, il reste des places à l'INSPE de Sarreguemines, c'est sûr, et on aurait aimé avoir un peu plus de germanistes. Sur 27 étudiants de première année de master, on a 12 germanistes. On va en parler en détail. Et pourtant, Sarreguemines est réputée pour son apprentissage de l'allemand à l'école, et notamment à l'école biculturelle de la Blise. L'allemand fait partie intégrante de l'apprentissage pour les élèves de CP. Certaines matières sont dispensées dans la langue de Goethe et la culture allemande est également enseignée. Reportage de Baptiste Ancé. Malgré les apparences, nous ne sommes pas outre-Rhin, mais à la frontière franco-allemande à Sarreguemines, à l'école biculturelle de la Blise. Dès le jour de la rentrée, les CP sont plongés dans une double culture, et c'est ce que certains voulaient. De écrire, de lire, plein de choses. De écrire, de lire et d'apprendre l'allemand. Quelques jours plus tard, nous sommes revenus voir les mêmes élèves pour observer leurs évolutions et leurs adaptations. Was ist das? Louis. Schnecke. Die Schnecke. Steh auf, komm bitte her. Ist die Schnecke ein Wildtier oder ein Haustier? Wildtier. Also Des qualifications pertinentes pour ces enfants qui évoluent dans un espace bilingue. Mes CP sont directement plongés en immersion dans un contexte bilingue. L'idée est de leur apporter la langue allemande comme une langue maternelle le plus naturellement possible, c'est-à-dire qu'il y a le vocabulaire de la classe au quotidien, le vocabulaire de la journée dans son quotidien. Malgré leur âge, ils sont très curieux d'avoir cette compétence et en imaginent déjà les bénéfices. Ça peut aider à voyager. Ça peut aider à voyager pour comprendre les paroles, pour parler avec des enfants allemands. En CM2, ils passeront un test de certification pour tester leur niveau. Une langue apprise tous les jours et parfois chantée. Juste avant ce reportage, vous le disiez, malgré la spécificité de l'allemand, ça ne suffit pas à attirer de futurs enseignants à l'INSPE de Sarreguemines. Comment vous l'expliquez, cette crise de vocation ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, on est dans un contexte où il y a une baisse démographique étudiante. D'une manière générale, toutes les filières universitaires sont touchées. Mais c'est vrai pour des raisons tout simplement évidentes. S'il y a moins de natalité, 18 ans plus tard, il y a moins d'étudiants. Mais c'est vrai que le métier d'enseignant est particulièrement touché. Donc on peut s'interroger sur les raisons. Alors il peut y avoir, bien entendu, ça dépendra... selon les interlocuteurs, vous n'obtiendrez pas forcément les mêmes réponses, mais... on peut parler du salaire, on peut parler des conditions de travail, mais bon, moi je pense... Le salaire, par exemple, il y a eu des revalorisations qui ont été annoncées, des augmentations, c'est complètement insuffisant ? En général, c'est des jeux, je dirais, des passe-passe où on compte ou non les années d'études. Donc il faut être quand même... ça reste encore très modeste, ces augmentations et ces valorisations de salaire. Je pense que vraiment ce qui nuit considérablement à l'attractivité du métier, c'est plutôt la considération de la société pour le métier de professeur. Le regard de la société sur l'enseignant a considérablement changé. Il n'est pas rare qu'un enseignant se fasse agresser par des enfants mal éduqués, mais même parfois par des parents. Et les images, les jeunes les voient dans les médias.
On peut être tous marqués par le drame, l'assassinat horrible de Samuel Paty en 2020. Ce sont des images qui marquent. Après, on a des tas de réformes, on a une certaine instabilité aussi qui brouille un peu la visibilité que les jeunes pourraient avoir sur la filière pour devenir enseignants, etc. Mais il y a quelques années, l'enseignant, c'était le détenteur du savoir. Maintenant, les parents, ils ont fait des études, etc. Et donc, les rapports ont été modifiés. Donc, les parents peuvent être un peu plus intrusifs. C'est bien vécu ou mal vécu. Alors, tant que c'est poli, ça va, mais quand il y a de l'agressivité, ça complique. Alors, dans ce secteur, du coup, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir enseignants, et vous le ressentez au niveau du nombre d'inscriptions à l'INSPE. À l'heure actuelle, dans le secteur de Sarreguemines, par exemple, est-ce qu'on a quand même encore un enseignant dans chaque classe ? Ou est-ce qu'on jongle déjà systématiquement avec des remplaçants, des gens qui n'ont pas forcément suivi toutes les formations, etc. Alors, je ne vais pas parler pour l'éducation nationale, parce que d'abord, je n'ai pas les réponses et puis je me ferai taper sur les doigts. Alors, il faut bien comprendre que pour les affectations, de toute façon, ça marche de façon départementale. Hein. Les professeurs des écoles, ils sont affectés au niveau du département. Donc après, c'est la direction des services de l'éducation nationale du département qui gère les affectations au niveau de la Moselle. Oui, ceux qui sont formés à l'INSPE de Sarreguemines ne restent pas forcément dans le territoire et au contraire, il y a des gens formés dans d'autres INSPE qui vont venir ici. Voilà. Après, nos jeunes, ils ont généralement envie d'enseigner en Moselle-Est. C'est rare quand ils ont envie de partir de l'autre côté de la Moselle ou dans un autre département. Ça peut arriver, mais c'est rare. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise en termes de vocation chez les jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui sont passionnés, qui ont la vocation et qui ont choisi ce métier, j'ai envie de dire, avec le cœur, hein, qui vraiment n'arrivent pas à imaginer leur vie s'ils ne parviennent pas à avoir ce concours de recrutement des professeurs des écoles. C'est aussi bien de le rappeler. Tout n'est pas noir, et peut-être que ceux qui en ce moment se forment pour devenir enseignants sont justement ceux qui sont peut-être encore plus motivés que ne pouvaient l'être d'autres à d'autres époques. Mais pour qu'ils soient plus nombreux à avoir envie de devenir enseignants, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour endiguer cette crise des vocations ? Alors déjà, il faudrait agir sur l'image du métier d'enseignant, peut-être en ayant des spots publicitaires sur le métier d'enseignant. Comme on a vu, à un moment donné, il y avait des spots de recrutement dans l'armée. Ouais. Ensuite, il y avait une réforme qui était en préparation par le Attal. Et en fait, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, tout a été stoppé. Et la question, c'est que va devenir cette réforme ? Est-ce que maintenant, avec la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre, est-ce qu'elle va être abandonnée ? Est-ce qu'elle va être reprise en l'état ou est-ce qu'elle va être modifiée ? Parce qu'elle pourrait changer de façon considérable les choses. Oui, et puis pour le moment, on ne sait pas encore qui sera ministre de l'Éducation nationale. On ne sait pas, mais je suppose que le Premier ministre aura quand même un regard sur cette réforme qui a été justement pensée pour attirer plus de jeunes vers les métiers de l'enseignement. Donc il y a un espoir sur cette réforme, même si il faudra être vigilant par rapport à la mise en œuvre, hein, bien entendu. Parce que Sarreguemines étant un petit site, on est toujours, on n'est pas l'unique petit site de l'INSPE de Lorraine, mais on est toujours... il y a des considérations particulières dont il faudra prendre compte. Des réformes, vous en avez vu passer pas mal. Vous dirigez l'INSPE de Sarreguemines depuis 20 ans. Ouais. Quel est le regard du coup que vous portez sur l'évolution du métier, mais aussi de la formation de professeurs des écoles ? Alors le métier est quand même de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile parce que les jeunes,
Les jeunes, d'abord, il y a plus d'hétérogénéité dans les classes. En plus, on est dans les générations zapping, hein, avec beaucoup de difficultés de concentration. Donc c'est pas forcément facile, hein, quand vous faites une séance de 20 minutes, une demi-heure. Il faut vraiment avoir pensé sa séance pour arriver à maintenir le silence. Donc c'est quand même un métier de plus en plus difficile. Ensuite, sur la formation, il y a eu des bonnes choses. Il faut savoir que quand je suis arrivée, c'était l'UFM. On avait des jeunes qui pouvaient rester 3 ans, 4 ans à l'UFM et ressortir sans diplôme. Parce que la finalité, c'est de passer le concours. Et si on n'avait pas le concours, on n'avait rien du tout. Mais maintenant, c'est fini ça, hein. Maintenant, les jeunes, à 95%, ils ressortent avec un master. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le concours qu'ils n'ont pas le master. Et en général, quand ils sont sérieux, quand ils sont persévérants, ils arrivent à avoir le master. Et après, ils peuvent essayer... ils sont sur le marché du travail avec un diplôme. Donc il y a quand même eu des choses qui ont été très positives. Maintenant, on délivre un master. C'est une décision qui a été prise au niveau européen. Donc, franchement, il y a aussi des bonnes choses, hein. Maintenant, on peut s'inquiéter. Bon, alors, c'est plutôt l'instabilité. Le concours, parfois, il a été en début de la première année, après à la fin de la première année, après au début de la deuxième année, ensuite à la fin de la deuxième année, puis après on recule et c'est à la fin de la première année, et puis on s'en sort plus, quoi. Donc ça, cette instabilité, elle est devenue insupportable. Avec des formateurs dans les INSPE, et je parle du niveau national, qui sont quand même épuisés. En cette période de rentrée, est-ce qu'il y a un petit mot que vous voudriez dire pour les enseignants? Alors aussi bien les nouveaux qui se retrouvent pour la première fois devant une classe que ceux qui sont déjà bien rodés. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Mais déjà, s'ils sont enseignants, c'est qu'ils ont choisi le métier d'enseignant, enfin on peut l'espérer, et ils ont choisi un très très beau métier. Parce qu'il n'y a quand même rien de plus beau que de transmettre un savoir, que de former les citoyens de demain. En fait, quand on est enseignant, on construit la société de demain. Et ça, c'est quand même magique. C'est chouette et ça mérite plus de respect. Ouais. Et bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner dans cette émission aujourd'hui. On va se tourner maintenant vers les éleveurs qui sont particulièrement inquiets. Décelée début août, la fièvre catarrhale ovine gagne du terrain dans le cheptel mosellan. Les brebis sont particulièrement touchées alors que démarre la période d'agnelage. Elisa Wittig s'est rendue dans 2 exploitations ovines qui redoublent de vigilance. Hop. Rentrer le troupeau. 0101, tu as. Hein. Relever les numéros. Arrête de bouger. Pour vacciner. L'exploitation ovine basée à Bazancourt fait face à la fièvre catarrhale. Dès qu'on a été informé de la fièvre catarrhale, moi je suis parti dans l'option de rentrer tout le monde pour être vigilant et pour les avoir sous les yeux et pour psychoter encore un peu plus. On a attendu 14 jours pour avoir les vaccins. Donc pour moi, c'est déjà 14 jours de perdu, sachant qu'il faut 3 semaines pour qu'elle soit en incubation, pour qu'elle soit le plus immunisée possible. Sur ces 170 brebis, déjà 2 ont succombé à l'épidémie et 2 autres sont malades. C'est pas marrant pour toi, c'est pas marrant pour moi. Il suffit d'une piqûre d'un moucheron porteur pour que l'animal soit infecté. On n'a pas été assez rapide. Quand c'est en Belgique, quand c'est aux frontières, c'est chez nous. Et quand on est les premiers touchés, ben on découvre. Quand on sait que nos voisins sont dedans, on doit réagir beaucoup plus vite, quoi. Plus au sud, vers Château-Salin, une autre exploitation est touchée de plein fouet par l'infection. Le mot d'ordre est le même, vigilance. On voit déjà les oreilles baissées. Et ce qui est caractéristique, c'est au niveau du museau. On a des croûtes, la tête baissée, le creux au niveau des côtes. Une vingtaine d'animaux sont morts et environ 50 autres sont sous surveillance. L'inquiétude gagne du terrain. L'impact, il est surtout économique puisqu'on a des animaux, pour les animaux atteints, celles-ci par exemple, les brebis là, sont censées être gestantes. Donc elles ont un agneau dans le ventre
quel impact aura la maladie sur cet agneau? Est-ce que la brebis va avorter? Est-ce que la brebis va devenir stérile? Venez, venez. Du côté de la Chambre d'agriculture, la réponse est claire, il faut vacciner. On est sans doute à peu près dans le pic aujourd'hui. Donc moi j'encourage nos éleveurs à vacciner pour essayer d'atténuer les problèmes. Donc la mortalité bien entendu. Et puis essayer de donner le maximum de chances et d'anticorps aux animaux pour se défendre. Aujourd'hui, le syndicat ovin de la Moselle a adressé un courrier aux élus pour dénoncer cette situation et partager leurs revendications. Plus réjouissant, parlons de culture. Ça y est, la billetterie pour la saison culturelle de Sarreguemines est ouverte depuis vendredi. Et vous étiez aussitôt nombreux à vous presser à l'hôtel de ville pour réserver vos places. Camille Henriot vous a demandé quels sont les spectacles ou concerts que vous souhaiteriez voir cette année. En particulier, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est surtout la pièce avec Stéphane de Groot, qui dans notre cercle familial a tout de suite fait l'unanimité, et puis à voir par la suite s'il y a autre chose qui peut éventuellement nous intéresser. Oui, moi j'attends pour aller voir Joseph Kamel et Jérémy Frérot, voilà, l'année prochaine. On va aller voir Panayotis et vu le nombre, et je vois sur internet les places ont déjà disparu, donc on essaie quand même de prendre finalement nos billets par internet et pas par le guichet sur place. Donc Joseph Kamel, l'Orchestre National de Metz, Jérémy Frérot. Je pense qu'il y a de quoi choisir et faire le plaisir et le bonheur de tout le monde. La pièce dans laquelle figure Stéphane de Groot, évidemment, on attend la vedette parisienne sur nos planches, et une soirée avec Jérémy Frérot, lui aussi qui nous honore de sa présence en nos murs. Et voilà, j'ai pris mon ticket comme tout le monde et j'attends d'avoir mon billet. La vente des abonnements et des billets se poursuit sur le site internet sarreguemines.fr et à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Mais attention, certains spectacles sont victimes de leur succès et affichent déjà complet. C'est le cas de 2 pièces de théâtre, Un léger doute et Le cercle des poètes disparus. Idem pour le concert de Jérémy Frérot. Enfin, il y a 3 spectacles pour lesquels il reste très peu de place. Joseph Kamel, Christelle Cholet et Panayotis Pasco. Pour les autres, il reste des billets, mais si vous voulez être bien placé, ne tardez pas. De la musique sans frontières avec le festival Euroclassique. Il a démarré le 1er septembre à Pirmasens. La première date du côté français a eu lieu vendredi à Bettwiller. Sur scène, 2 artistes de la région qui ont repris des classiques de l'opéra et des romances italiennes. Reportage d'Emilie Hazel et Marie-Morgane Pires. La soprano Alicia Richard et le ténor Tony Piscopo. Tous 2 sont originaires de la région et sont passés par le conservatoire de Sarreguemines. C'est dans le petit village de Bettwiller qu'ils se retrouvent sur scène. Ils font partie de la programmation du festival transfrontalier Euroclassique, organisé conjointement par le Pays de Bitche et les communes allemandes de Pirmasens, Blieskastel et Zweibrücken. Ils ont proposé au public plusieurs extraits d'opéra sur le thème de la romance italienne. La thématique du festival cette année est l'Europe du Sud. Le prochain spectacle à découvrir du côté du Pays de Bitche aura lieu le 15 septembre. Le musicien Karam Al-Zouir apportera ses sonorités grecques et syriennes à Binin. La programmation complète est à découvrir sur le site du festival. Petit coup de pouce à l'association Grandir dignement. Elle organise ce dimanche midi un repas solidaire animé par l'orchestre Facile à danser. Ça va se dérouler à l'espace culturel et sportif de Roulin et c'est au profit des enfants en conflit avec la loi. L'association œuvre en France mais aussi à Madagascar et au Niger. Ne tardez pas pour réserver votre place. Dans un instant, place au sport, juste après les prévisions météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
troqué nos lunettes de soleil contre des kawaii et visiblement cette semaine, les parapluies seront bien plus utiles que des parasols. L'automne a visiblement quelques jours d'avance sur le planning et je pense qu'on peut commencer à ranger nos salons de jardin et ressortir les bottes de pluie et les râteaux à feuilles. La journée de demain sera un peu moins pluvieuse mais tout aussi couverte. Le soleil fera de courtes apparitions mais le ciel restera majoritairement gris. Côté température, les minimales iront de 13 à 14 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Inès et il fera jour de 7h01 à 19h55. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Le 15 septembre, le festival Euroclassique accueille Karam Al-Zouhir à la salle des fêtes Pierre Toulis de Benin. Découvrez cet artiste né dans l'univers de la musique syrienne et orientale. Avec son alto, il crée des harmonies inattendues, reliant son passé syrien et son présent français. Vivez un moment mélodique et nostalgique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Côté foot, le SFC s'est incliné en déplacement à Pontarlier, défaite 2-1 dans cette troisième journée de championnat national 3. Le prochain match aura lieu à domicile samedi 21 septembre au stade de la Blise. Avec une victoire et 2 défaites, le Sarreguemines Football Club, actuellement dernier du classement, accueillera le FC Olympique Strasbourg-Königshofen 06, 7e du classement. On change de terrain de jeu, le Moulin de la Blise a été transformé une nouvelle fois en terrain de tir à l'arc. 24 cibles ont été dispatchées pour la 15e édition du Challenge des faïenciers, une compétition qui permet aux archers participants de gagner des points pour essayer de se qualifier pour les championnats de France. Et même au bout de 15 fois, le parcours surprend toujours. Reportage d'Émilie Azel et Thibaut Desmerlet. Le bruit du décochement des flèches a rompu le calme du moulin de la Blise. Ce sont 185 archers qui ont tiré pour le 15e challenge des faïenciers. Les clubs proviennent de toute la France, de la Belgique et même de la Hollande. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines prend toujours plaisir à organiser cette compétition de tir en campagne. Ce que l'organisateur fait, c'est déplacer des cibles ou les rendre un peu plus difficiles par rapport à d'autres années. On a très peu de choix, étant donné que le parcours est assez petit, mais malgré ça, on arrive à trouver des solutions pour embêter un peu les archers. 24 cibles sont réparties à travers le jardin. La distance est connue pour la moitié d'entre elles et les 12 autres, ce sont les archers qui doivent les calculer. Elles peuvent varier de 5 à 60 mètres. Le parcours continue de jouir d'une bonne réputation. Le parcours est sympa mais technique, donc c'est un petit peu difficile de faire le niveau de points espéré. On s'en rapproche mais il y a encore du travail. Mais le parcours est beau et agréable à tirer, donc ça fait plaisir de le faire. Pour l'instant ça se passe très bien, j'ai fait pas loin de mon record. Et là, mon objectif, c'est de rester première nationale pour la saison 2025. L'objectif, c'était 300 points. Ça sera dur de l'avoir aujourd'hui. Le parcours était quand même assez technique, assez difficile. Pas la grande forme, mais bon, dans l'ensemble, on va dire qu'on s'est bien amusé quand même. Ma première journée se passe très bien. J'ai battu mon record de 41 points. Donc, je suis très contente. Le tournoi s'est déroulé sur 2 jours. Il sert à gagner des points pour tenter de se qualifier pour les championnats de France. 10 archers de Sarreguemines sur 49 membres ont participé à la compétition. On termine avec des images de VTT. La 6e édition des singles de la ligne Maginot s'est déroulée hier. Une journée randonnée organisée par le cyclo-club de Saint-Jean-Rohrbach. Reportage d'Émilie Azel et Dimitri Klaus.
Tout le monde en selle. Les cyclistes se sont levés de bonne heure pour se remettre en jambes. Ils ont profité des différents circuits mis en place pour vélo de route et VTT à l'occasion de la nouvelle édition des Singles de la ligne Maginot, avec pour la plupart des chemins qu'ils connaissaient déjà. Ça fait 30 ans qu'on vient tous les ans. Et puis on aime bien faire du vélo, voilà. Et puis non, c'est un circuit route, on connaît les parcours en général. Nous sommes des sportifs, donc voilà, ça ne nous fait pas peur, la pluie. Donc on est solidaires, on est venu pour participer à un circuit VTT, 20 ou 35 km en fonction de l'état des chemins. Sans chronomètre, chacun était libre d'aller à son rythme. Cette randonnée à vélo, ouverte à tous, se prépare depuis un petit moment déjà. C'est vraiment un travail qui prend presque un an, j'ai envie de dire, pour le choix des circuits. On a des demandes à faire au niveau de la préfecture et de toutes les communes pour leur signaler qu'il y a un événement, qu'il y a des vélos qui vont passer. Au niveau de l'ONF, pour préciser qu'on va passer dans les forêts. Au niveau des gardes forestiers, et on attend leur retour. Et lorsqu'on réceptionne les réponses positives, on n'a pas de changement à faire. Si les réponses sont négatives, on a des adaptations à faire. Tout le monde a pu trouver son compte puisqu'un parcours dédié aux marcheurs était aussi prévu. Pour clôturer le tout, une tombola a permis à certains de repartir avec quelques cadeaux.